Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 6. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du James Bond des jeux élégants mais dangereux, Jean-François. Et aujourd'hui, on reçoit à l'émission quelqu'un de très spécial. Alors oui, aujourd'hui, notre invité a complété un deck en sciences pures avant de se retourner vers la musique. Il complète alors un deck en musique, puis poursuit ses études à l'université en complétant un bac en composition instrumentale. On peut d'ailleurs retrouver encore plusieurs de ses interprétations de la musique de Game of Thrones sur YouTube de nos jours. N'étant pas convaincu de souhaiter continuer sa maîtrise en composition, il se retourne alors administrateur d'une école de musique et enseigne la guitare à ses élèves. Il est un amateur de jeux depuis toujours, mais avait un certain penchant pour les jeux de vidéo plus particulièrement. Mais en 2014, il découvre plus sérieusement les jeux de société qui deviennent vite une nouvelle passion et prend tranquillement plus de place dans sa vie et plus de place que le jeu vidéo. Il est d'ailleurs très actif dans la communauté d'auteurs et on a pu le voir à plusieurs événements ludiques comme joueur mais aussi comme auteur dans le but de faire tester ses jeux. Notre invité débuta donc la création de jeux en 2015 et après avoir fait plusieurs prototypes et avoir travaillé beaucoup sur certains de ces jeux, dont le plus ou moins obscur Borealis, publié sur GameCrafter. Il signe son premier jeu à la fin de 2016 avec le Scorpion masqué sous le nom de Decrypto. En 2016 aussi, il fait son entrée chez Foxmine et son entrée officielle dans l'industrie du jeu en tant que gestionnaire de la logistique depuis qu'il a débuté la création de jeux en 2015. Il a gagné 2 fois le concours de prototype de jeux de la récréation, les Dimanches des Protos, en 2016 avec le jeu Decrypto et en 2017 avec le jeu Cuckoo's Beach. Il a aussi été primé au 36e concours de Boulogne-Billancourt en France en 2017 avec le jeu The Beast et la même année, avec le même jeu, il remporte aussi le prix du jury au concours de prototype de jeu Protolab du Mondial des Jeux Loto-Québec à Montréal. Ce qui lui donna la chance, en plus de participer à l'espace de prototype de jeu au Festival de Cannes en 2018. À la fin de 2017, il signe son deuxième jeu et signe cette fois-ci avec la compagnie Game Salute pour son jeu The Beast, qui devrait voir le jour en 2019. Et tout ça en conservant sa cote positive sur Couchsurfing. Et oui, désolé mesdames, mais malgré son profil Facebook qui indique qu'il est célibataire, je crois que ce n'est plus le cas. Il est à peine de retour de Cannes et encore sur le décalage horaire, nous accueillons aujourd'hui notre invité, Thomas Dagenet-L'Espérance. Salut. Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, Je ça vois va que t'as bien. fait une petite recherche Google, là. Ben oui, on est allé chercher ça. De toute façon, on te connaît un peu. On te voit tourner beaucoup de prototypes, très actif sur la scène. Donc, oui, un peu de recherche Google, mais aussi un peu de recherche dans ma mémoire, il faut dire. C'est bon, ça. On commence d'habitude l'émission avec un petit tour de table de quelques jeux qu'on a joués dans les dernières semaines. Est-ce que, Simon, tu voudrais peut-être commencer ça? Ben oui, absolument. Dans le fond, de mon côté, c'est tout à fait approprié. D'ailleurs, je tiens à dire merci là, à Thomas d'être avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Ça Euh, me fait plaisir. Magnifique. Donc, j'ai joué au jeu, et d'ailleurs, c'est toi qui me l'as présenté, JF, le jeu Insiders. Oh, yes. Je crois que c'est tout à fait approprié, en plus, dans le sujet de l'émission aujourd'hui. Insiders, c'est quoi? C'est un tout petit jeu, hein? On s'en rappellera, les Hunk Games. On en a parlé déjà souvent à Balado Ludique, donc des tout petits jeux ultra intéressants qui proviennent directement du Japon. Insiders, c'est quoi? C'est un jeu de mots mélangé avec un jeu de déduction sociale. Alors, il va y avoir là, des cartes qui vont être distribuées de rôles, dont le maître de jeu, le traître et tous les autres, hein, des commoners tout à fait banals.
Et bon, le but, je vous expliquerai pas toutes les règles du jeu, mais en gros, le but c'est de deviner le mot, mais aussi de trouver le traître parmi les gens autour de la table. Et le traître en plus va connaître le mot à deviner. Donc il y a vraiment une espèce de dynamique intéressante qui se crée autour de ce jeu-là. C'était la première fois que je jouais. On a joué dans un chalet, on a joué à 8 personnes, on a joué 4-5 parties de suite. Super excitant, je continue d'être totalement subjugué par cette collection de jeux Hunk Game et le dernier que j'ai essayé était Insiders. Ouais, ça reste vraiment surprenant comme petit jeu, hein, quand même. En effet, je l'ai sorti en fin de semaine, puis bon, après m'être fait éliminer la première partie par toi d'ailleurs, j'ai vu que Oh oui, t'étais coquille! Ouais, un peu, mais en même temps, t'es le seul à l'avoir repéré. Fait que c'était pas C'est si vrai, pire que c'est vrai. ça. C'était pas si pire que ça. Mais après, vous avoir vu là, jouer 4-5 autres parties, là, j'ai vu que vraiment, tu sais, c'est un jeu pas compliqué à prendre en main, puis vraiment simple. Mais un jeu de mots, mais c'est pas vraiment un jeu de mots parce qu'en réalité, c'est le trade qui est important, pas tant le mot, tu sais. Ouais, c'est ça, absolument. Oui, effectivement. Toi, Thomas, c'est un jeu que tu connais, ça, Insiders? Ou... J'avoue, je ne l'ai jamais joué, je m'en suis fait parler. Qui est une espèce, si je me trompe pas, un peu de comme de Link, mais inversé. Oh, Euh, là, tu viens de me perdre avec une Oh! référence. Ouais, JF, toi, ouais, tu peux je peut-être pensais qu'il répondre. allait dire Agent Trouble ou Spyfall, là. J'allais dire oui, possiblement, très proche, mais Link? J'ai pas joué, je connais le nom, mais non, je peux pas faire la ou référence malheureusement. ou c'est pas Chameleon, qui est aussi un... Chameleon. Ouais, plus Ah, récemment. Exact. ouais, mais comme... Tu sais, dans Chameleon, c'est qu'il y a une personne qui connaît pas le mot, puis c'est trouver la personne qui le connaît pas. Ouais, exact. Ah, cool. Puis là-dedans, c'est une personne qui connaît le mot, puis trouver la personne qui le connaît, right? C'est un Exactement. peu ça, le... Ouais. Exactement ça. Non, ça a l'air intéressant. Ouais, donc ben oui, c'est tous les petits jeux de Hunger Game jusqu'à maintenant m'ont bien sont très intéressants. Donc toi de ton côté, Thomas, il y a peut-être j'imagine que tu as joué à pas mal de jeux directement issus de Cannes. Y a-tu des certains jeux que tu aimerais nous parler? Alors, je dois avouer qu'à Cannes, j'ai pas vraiment joué Non, j'imagine. à des jeux. J'étais toujours soit dans des rencontres ou au booth pour aider avec des cryptos. Euh, donc malheureusement, j'ai pas tant joué des nouveaux trucs à Cannes. Sinon, dans les trucs que j'ai joué récemment, euh, c'est pas un nouveau jeu, mais j'ai découvert Welcome to the Dungeon, OK. Ouais. qui est vraiment très bien, qui est Mhm. un petit jeu ben, j'imagine que vous le connaissez, Ouais, ben, beau probablement. petit jeu de la série Yellow aussi. Encore une Ouais, c'est fois, ça. on parlait des petites boîtes là, avec les handgames, mais cette série-là aussi est assez minimaliste là, dans ses boîtes et son contenu. Ouais, c'est ça. Mais un beau push your luck Ouais. original et simple. Ouais, il est vraiment Euh, différent des autres. Il est vraiment particulier. Souvent, les pusher luck se ressemblent un petit peu, mais lui, il est vraiment un autre genre de pusher luck. ouais. Sinon, j'ai aussi récemment à Ponzi Scheme, Oh, 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 nice. dont je pourrais peut-être vous parler plus en détail quand ce sera venu le temps du top 10. Oh, 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 ok, on oh, regarde ça oh. pour plus tard. Ouais. Mais c'est un très bon jeu, ouais. Ok, et toi, JF, y a-tu des petits jeux que tu as joué récemment que tu voudrais nous parler? Non, aucun petit jeu, juste un espèce de gros jeu. Ça s'appelle Oh! Anachronie. C'est un jeu sorti en 2017 que j'ai pas encore eu la chance d'essayer. Gros jeu, là, dont on parle d'un 2h30, 3 heures de jeu, placement d'ouvriers, gestion de ressources. Anachronie est un jeu qui se situe un peu dans un univers un peu post-apocalyptique là, dans lequel la Terre aurait subi des grosses météorites qui auraient un peu tout fait effondrer, mais quelques peuples ont survécu. Nous, on va incarner un de ces peuples-là avec un pouvoir particulier, donc déjà un petit peu un aspect asymétrique là, déjà à la base dans le jeu. Euh, En gros, on va devoir gérer nos soutes parce que pour sortir de notre base, il va falloir être dans des soutes pour aller chercher des ressources, tout ça. Donc, il va falloir gérer nos soutes, gérer nos ressources, compléter des contrats, des missions, compléter le bâtiment,
beaucoup de façons de faire le point de victoire, évidemment, mais peut-être l'aspect là, vraiment qui m'a un peu marqué du jeu, c'est que à un certain point, on va pouvoir construire des machines à retourner dans le passé. Nous ne pouvons pas aller dans le futur, mais nous pouvons aller dans le passé. Et le jeu est basé sur le fait qu'on va emprunter des ressources dans le passé qui vont nous servir maintenant, où on est rendu, et il va falloir plus tard aller rembourser ces ressources-là au passé pour ne pas créer là, de problèmes spatio-temporels et donc ne pas perdre trop de points à ce niveau-là. Donc vraiment une mécanique là, intéressante de retour dans le passé, ce qui n'est pas quelque chose qui est assez exploité tant qu'à moi au niveau thématique. J'aimerais avoir plus de jeux qui utilisent ça. C'est pas le cœur du jeu, cette mécanique-là, mais elle fait partie, elle est très bien utilisée. Moi, j'ai eu la chance en plus de l'essayer avec les extensions. Les extensions, en fait, au lieu d'être des tuiles que tu vas positionner sur le plateau dans le but de faire tes actions, ben, ça va être des miniatures, des petites figurines. Donc, rajoute beaucoup, beaucoup de thèmes et de savoirs au jeu. Vraiment un magnifique jeu. Moi, je le recommande pour les joueurs passionnés, les joueurs qui aiment avoir des grosses parties très serrées, mais aussi avec beaucoup de rejouabilité vu l'espèce que c'est un jeu un peu asymétrique. Donc, moi, je recommande fortement là, ce jeu Anachronie. Ouais. Mais en fait, au niveau du voyage dans le temps, qui effectivement, comme ça sonne comme quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Mais quand tu reviens dans le passé prendre des ressources, est-ce que c'est quelque chose qui aurait été laissé durant un tour précédent du jeu ou comment est-ce qu'exactement Euh, En fait, comme je dis, c'est c'est pas géré? la mécanique centrale, puis c'est un petit peu minimaliste dans la mesure où à chaque tour, on va prendre des ressources dans le présent. Euh, Mhm. En fait, on ne retourne pas dans le passé pour aller chercher les ressources. C'est plus comme on les prend dans le présent, mais on va devoir les rembourser dans le futur. Ok. Fait que c'est pas exactement comme je l'ai décrit, en effet, mais c'est ça que ça donne quand même l'impression que c'est ça que tu fais. Tu empruntes des ressources dans le passé qu'il faut que tu rembourses. Mais en réalité, mécaniquement, ce qui se passe, c'est qu'à chaque tour, tu vas avoir l'option de prendre des ressources. C'est comme des bonus, les ressources que tu empruntes. C'est comme des ressources que tu n'étais pas supposé de prendre, mais que tu vas dire, je vais le prendre, puis plus tard, je vais aller les rembourser. Tu sais. Ok, ok. Donc Fait il y que a un aspect un peu push your luck, peut-être de ok, j'ai besoin de ces ressources, mais est-ce que je vais être capable de les rembourser ou non? il y a Je un prends petit la chance que oui. Il y a un petit peu de ça. Après ça, tu peux te bâtir des bâtiments qui vont te permettre de plus souvent retourner dans le passé, donc pas être trop stressé. Puis les jetons que tu mets, tu peux pas en mettre plus que 2. Fait que c'est pas comme si tu pouvais en mettre 10 là, puis c'était très très dur de rembourser ta dette. Fait que il y a un petit aspect, mais c'est vraiment pas l'aspect de pusher là, plus l'aspect de qu'est-ce que j'ai besoin de maintenant, est-ce que ça vaut la peine? Parce que si tu empruntes jamais de ressources, tu n'as pas besoin de retourner dans le passé. Puis si tu Mhm. n'as pas besoin de retourner dans le passé, tu n'as pas besoin de construire des bâtiments spécifiques pour faire ça. Donc, il y a plein de choses que tu n'es pas obligé de faire. Fait que c'est aussi une stratégie envisageable. Ok, Tu comprends? ok. Euh, donc, c'est ça, beaucoup, beaucoup d'options dans le jeu. Donc, ça, comme je dis, c'est une petite partie, mais tu sais, on l'a exploité, on l'a utilisé, on l'a joué, puis c'est vraiment le fun parce que c'est vraiment très peu vu là, des jeux de retour dans le passé, si on veut, dans le jeu de société. Là. Ouais, effectivement, ouais. J'allais dire justement là, que c'est une mécanique, en fait une thématique, si on veut vraiment sous-utiliser là, le voyage dans le temps. Il y a très peu de jeux qui le font et qui le font bien. Hum, On avait parlé un petit peu là, de Tragedy Looper à un Ouais, certain moment, exact. qui est un des jeux, même si en réalité il y a pratiquement pas de voyage dans le temps, qui donne le plus le feeling d'un truc de voyage dans le temps. Là. Ouais, exactement. En effet, avec Trash Loopers, on est toujours en train de revivre la même loop. En fait, C'est la plus même le jour la journée. marmotte Ouais, que... exactement, parce que dans le fond, dans Treasure Keeper, à un certain point, les joueurs vont perdre, ils vont devoir recommencer la game du début et recommencer à essayer de ne pas perdre, en fait. Donc, il y a un petit peu cet aspect-là, en effet. Ben, je pense que ça fait le tour. Thomas, t'aurais-tu un petit dernier jeu que t'aimerais nous parler ou... Pff, vite de même, non. Mais Oh, on aura si toute la jamais j'ai chance quelque d'en chose. reparler plus tard, il a aucun problème. Ok. Il les garde tout pour son top 10, là. Faut pas trop spoiler ça, là. Non, 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 je comprends très bien. Ben, dans le fond, on va maintenant apporter la deuxième partie là, de l'épisode, qui va être une partie un peu plus entrevue. Donc, on a la chance d'être avec Thomas Dagenais-L'Espérance, qui est l'auteur de Décrypto et l'auteur de The Beast, mais aussi plein d'autres jeux. Donc, Jeff, je vais te laisser commencer avec la première question, puis à partir de là, on ira là où nous amènera la conversation.
Excellent. Ben écoute, c'est ça, on reçoit Thomas justement pour la sortie de Decrypto. Son premier jeu, ça fait quelques semaines à peine que ton premier jeu Decrypto est disponible en boutique maintenant. Je me demandais comment on se sent quand on voit le dur travail là, qui est celui d'un auteur se réaliser et ainsi voir les boîtes de ton jeu, de ton produit fini en boutique, disponible. C'est quoi le sentiment là, qui te passe à travers toi là, quand tu vois ça, ces boîtes finies et en boutique? Ouais, c'est comme une question qui est d'une certaine manière un peu difficile à répondre parce que c'est un gros mix de sentiments, je dirais. Ouais. Euh, ben, il y a évidemment du. Je suis extrêmement content de voir ça, puis de voir les réponses qui jusqu'à maintenant ont été très positives. Puis à Cannes, le jeu a vraiment marché au-delà de nos espérances. Euh, donc ça, c'est évidemment, c'est vraiment super comme feeling. Euh, Après, c'est sûr que, c'est ça, c'est un jeu que j'avais fait début 2016. Donc, il y a quelque chose d'un peu étrange à euh, voir la réaction des gens aussi décalée à la création du jeu. Euh, Ouais. dans, Ben oui. dans le sens que tu sais, je faisais tester le proto, tout ça, puis bon, j'avais les réactions des gens, des testeurs sur le vif. Euh, bon, j'avais quand même cette impression que oui, le jeu pouvait marcher. Mais là, après qu'il a été signé avec le Scorpion, j'ai quand même mis moins de temps sur le jeu. C'est plus Christian qui a ensuite euh, bossé, bon, à la fois sur le design graphique, sur, bon, toute la mise en place des Mm. éléments, le marketing, tout ça. Euh, donc, c'est ça, il y a un peu ce sentiment, tu sais, bon, des gens qui viennent te voir, puis te parler de ton jeu, tout ça, puis tu sais, c'est comme si les gens découvraient le jeu, mais ça fait 2 ans que, dans le fond, Que que tu ça sais. existe. J'imagine que souvent dans le cinéma, ça doit être Ça doit être cet un... effet décalé un peu. Ben, Oui, c'est ça, ça c'est fait un peu ça. lié à ma prochaine question. En fait, je pensais que ça allait être plus évident que ça, mais à la lumière de ce que tu me dis, je sais pas, parce que je me demandais, est-ce que l'auteur est plus enthousiaste au moment où il se fait dire oui par l'éditeur, puis il signe son jeu officiellement, ou au moment justement où son jeu sort, puis il voit vraiment la réaction concrète du public vis-à-vis de son jeu. Je me demandais, pour toi, c'était quoi qui avait été quel moment qui avait été le plus enthousiaste entre les deux? Je dirais, je dirais peut-être quand même la sortie. Ouais. Euh, mais il y a quand même quelque chose à un premier jeu signé euh, qui est vraiment bien, là. Donc, je dirais que c'est aussi une question pas facile à répondre, mais je pencherais peut-être quand même un peu plus vers la sortie. Ne serait-ce que parce que là, il y a une multitude de réponses, puis il y a vraiment Ouais. comme une validation plus forte. Parce que, bon, quand tu fais signer ton jeu par un éditeur, après, c'est une personne qui croit en le truc, ce qui Mm. a beaucoup quand même d'impact, puis ce qui fait extrêmement plaisir, mais quand tu vois la réaction de centaines de personnes, de milliers, ben, je Ouais. dirais que c'est quand même mieux finalement. Parfait, ben parfait. Est-ce que tu peux aussi peut-être nous raconter là, ta démarche un petit peu, comment ça s'est passé, ta recherche d'éditeur avec des cryptos? Tu sais, on sait que pour ceux qui ont déjà essayé de se faire éditer ou qui sont des auteurs de jeux, c'est pas nécessairement facile la recherche puis l'approche avec les éditeurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience avec des cryptos? Oui, oui. Des cryptos a peut-être été un peu spécial pour ça. Je sais pas si ça va nécessairement représenter la majorité des cas du monde qui vont se faire signer. C'est effectivement, c'est effectivement difficile de se faire signer un jeu. Euh, je dirais surtout aujourd'hui, parce que bon, même s'il y a euh, énormément de jeux qui sortent à chaque année euh, de nos jours, mais en même temps, il y a une offre au niveau des... il y a beaucoup plus de créateurs qu'avant, donc il y a une Mm, compétition à ce niveau-là absolument. qui est extrême. Puis après, les éditeurs vont quand même vouloir un jeu qui se démarque sur un marché hyper saturé. Donc, tu Absolument. peux pas avoir juste un bon jeu. Faut que ce soit un bon jeu qui est comme un petit truc qui le rend différent ou
soit dans le thème ou dans la mécanique. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus que juste être bien. Euh, donc, c'est évidemment assez difficile. Euh, pour des cryptos, comment ça s'est passé? Donc, à partir du moment où j'ai eu un prototype, puis j'avais les règles euh, de mise sur papier, j'ai relativement rapidement soumis le jeu à des éditeurs. Normalement, c'est pas une bonne idée. Je le conseille pas. Tu l'avais pas testé beaucoup, là, c'est ça que tu es en train de nous dire. Non, j'avais testé moins de 5 fois. Oh, ok, Ah. ok, Euh, ça, mais, c'est mais, mais c'est le pas jeu un n'a pas record. vraiment tant changé depuis ce moment-là. Euh, donc, ça a été un peu une chance, ou bon, après peut-être j'ai eu un bon instinct à ce moment-là. Euh, mais disons, de manière générale, c'est pas quelque chose que je recommande. Euh, donc c'est ça, je l'ai testé une couple de fois, puis tu sais, je savais que ça marchait, puis j'avais des très bons retours quand je l'avais testé. Donc je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs, dont Christian, du Scorpion Masqué, euh, qui m'a d'ailleurs refusé la première fois. Et en fait, donc il y a eu quand même quelques refus des éditeurs, quoique des fois aussi c'est une question de style de jeu, là. Bon, c'est pas Hmm. tous les éditeurs qui veulent faire tous les styles. Donc, bon, c'est sûr, à ce niveau-là, ça fait d'ailleurs partie de la job du designer que de apprendre à connaître les différents éditeurs et qu'est-ce qu'ils Absolument, oui. veulent et la direction qu'ils veulent prendre. Euh, donc, c'est ça, je l'envoie à pas mal d'éditeurs. Bon, Christian qui le refuse. Je continue à le faire tester. Puis là, il y a eu une fin de semaine où je l'ai fait tester à la fois durant Montréal Joue Ok, et durant le concours à la création. oui. Et qu'il y a des vraiment bons retours. Puis à ce moment-là, Joël du Randolph regardait le jeu. Euh, donc j'avais quand même une bonne intuition à ce moment-là que le jeu pouvait être pris, là. J'avais quand même confiance en la mécanique. Donc j'ai décidé de relancer Christian, qui a accepté de donner une deuxième chance au jeu. On s'est rencontrés chez lui, je lui ai laissé le prototype. Pendant un mois environ, on l'a testé chacun de notre bar, on a communiqué, euh, on a fait quelques petits changements euh, pour streamliner un peu l'expérience. Euh, puis, disons, après ce mois-là d'évaluation, donc il a décidé de le signer. Ok, fait qu'il a fallu que tu retournes le voir. La première fois, si je me trompe pas, il l'avait pas testé comme tel. Il avait juste reçu les règles, c'est Non, ça? non, c'est ça. Il avait regardé les règles, puis il avait dit que c'était trop similaire à Codenames. Euh, bon, ce qui est compréhensible. C'est évidemment un jeu qui se fait, des cryptos se fait souvent comparer à Codenames, ce Hmm. qui, des fois, oui, me gosse un peu, mais bon, c'est inévitable quand tu fais. Tu sais, j'imagine tous les deck builders après Dominion ont dû se faire comparer pendant un certain temps. Ouais, Euh, clairement, oui. Ben justement, tu parles de Codename, puis tu sais, c'était quand même un jeu qui faisait vraiment un gros buzz exactement au moment là, où je pense que tu t'approchais les éditeurs pour des cryptos. Est-ce que tu penses maintenant avec du recul que ça a été un plus ou un moins dans le fond que ça ressemble un peu à Codename, même si en réalité ça ressemble pas tant que ça, mais tu sais, c'est un jeu de mots d'équipe, donc il y a ouais. certaines similitudes, mais le fait qu'un jeu, justement, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu sur le marché peut-être des jeux de mots qui avaient fait ce genre de buzz-là, est-ce que tu penses que à un certain point c'était un espèce d'avantage? Euh, non. Non? Non, Ok. non, c'est pas mal clair pour moi que c'est un désavantage. Disons, peut-être là où il y aurait eu un, un avantage, c'est simplement le fait que bon, le succès de Codenames peut-être démontrer aux éditeurs que les jeux de mots avaient un gros potentiel. Puis peut-être effectivement avant Codenames, des éditeurs qui sortaient des jeux de mots, bon,
peut-être les éditeurs étaient un peu plus frileux quant à ce type ce type de jeu. Hmm. Mais je dirais que c'était quand même plus de négatif que de Ah ouais. positif. Ouais, parce que là, en plus, on voit que tout de suite, ben, tu sais, juste avant, dans le fond, le Scorpion Masqué vient de sortir mot pour mot. Je sais pas si à ce moment-là, eux, ils l'avaient déjà dans la ligne de mire, donc ça faisait comme deux jeux de mots en même temps, là. Euh, oui, ben en fait, il n'avait pas encore sorti mot pour mot au moment où il a signé des cryptos. Euh, donc, oui, en fait, j'avoue ne lui avoir jamais demandé. Euh, Peut-être effectivement que lui, ça l'a peut-être aussi refroidi, il sortait déjà un jeu de mots pour 2017. Euh, Ça l'a ouais, peut-être aussi je sais pas. repoussé la sortie de Decrypto un petit peu, là, parce que comme on dit, ça a été signé fin 2016. Donc peut-être qu'il voulait espacer un petit peu, là, c'est pour ça qu'on le voit maintenant sortir en 2018. Oui, ouais, effectivement, ça peut être une raison. Mais de ce que je vois, je pense pas que le Scorpion Masqué regrette d'avoir signé des cryptos, parce qu'il faut dire qu'il y a réellement un gros buzz autour de ce jeu-là. Même Tom Vassell, qui était de passage à Montréal il y a quelques semaines, nous a dit que c'était un des meilleurs jeux de mots auxquels il avait joué dans les dernières années, là. Oui, non, effectivement, je pense il l'a pas regretté. C'était un risque pour lui, évidemment, au début. Euh, mais non, effectivement, la réponse initiale, en tout cas, du moins, c'est vraiment bien. La première production, euh, en termes de quantité, je pense que c'était 35 000. Oh, Ce qui est quand Puis, même assez gros pour une compagnie québécoise, là. oui, oui, quand même. parce qu'on Puis il y s'entend a que déjà. le jeu a été édité en plusieurs langues et va être distribué dans plusieurs pays aussi, là. Oui, c'est ça, je pense, un peu plus de 20 pays. Euh, bon, pas 20 langues, évidemment, il y a des pays qui partagent la même langue là-dedans, Mhm. mais c'est quand même une grosse sortie. Puis je pense pour un jeu de mots, effectivement, étant donné que pour, disons, les pays qui n'ont pas le français ou l'anglais, les distributeurs doivent se charger eux-mêmes de la traduction. Puis le fait que ça soit un jeu de mots et que ça représente donc quand même un investissement un peu plus grand que si c'était, disons, un jeu euro, disons, traditionnel ou n'importe Mm. quoi d'autre. Le fait que ces pays-là l'aient quand même pris, puis aient été prêts à mettre l'investissement, je pense que c'est un bon signe. Ben, d'ailleurs, tu reviens de Cannes, entre autres pour parler et présenter des cryptos, mais aussi tu reviens de l'espace de prototype de jeu, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience à Cannes? Oui, oui. C'était la première fois que j'allais à Cannes. C'était définitivement une expérience intéressante. J'aimerais ça y retourner si je peux, mais bon, évidemment, qu'on vit à l'extérieur qu'on vit sur un autre continent, bon, il y a la question du transport qui ne Ouais. sera pas nécessairement facile. Euh, mais bon, si j'ai l'occasion, effectivement, j'aimerais y retourner. Euh, bon, l'espace prototype, j'avoue ne pas y être allé autant que peut-être j'aurais dû ou voulu, pour bon, différentes raisons. Euh, mais c'est quand même assez impressionnant, le off de Cannes. Euh, il y a vraiment énormément de prototypes. C'est une énorme salle avec énormément de tables. Puis en fait, ils avaient tellement d'inscriptions au Protolab cette année que même des gens qui s'étaient inscrits, donc par exemple Christian, s'était inscrit pour avoir une table pour faire tester certains des prototypes qu'il était en train d'évaluer. Euh, ben, en fait, il n'a pas pu avoir sa table parce que il y avait trop d'inscriptions au Protolab. Ouais, c'est d'ailleurs, ça me semble être une problématique avec cet événement-là. C'est pour ça que maintenant les places sont limitées. Et Ouais, tu dois gagner ta place au Protolab pratiquement, là, tellement il y a un bassin de gens qui veulent s'y inscrire, là. oui, oui, oui. Et il y a beaucoup de gens qui y vont. Euh, il y a des éditeurs, des joueurs, tout ça, qui vont tester des prototypes. Euh, Puis, oui, il y a quand même quelque chose de spécial de voir ça comme ça. Définitivement, à Montréal, je pense pas aucun événement
On est proche de J'ai ça, vu là. ouais, autant d'engouement pour aller tester des prototypes comme ça. Est-ce que c'est Euh, est-ce que c'est un endroit où tu as la chance de côtoyer assez d'éditeurs, puis tu aurais la chance de te faire éditer un jeu, de signer un contrat, où il y a trop de monde, tu ne passes pas assez de temps avec les éditeurs? Comment ça se passe là, exactement à ce niveau-là? euh, bon, pendant le off, ce serait pas impossible. Si un éditeur qui vient par ta table puis qui essaie ton jeu, ça se peut. Je sais pas s'il faut nécessairement compter là-dessus, parce il y a quand même un gros élément de chance là-dedans. Tu sais. Hmm. Il faut qu'un éditeur passe par ta table et que ce soit un éditeur qui cherche ce genre de jeu. Et donc, faut quand même que toutes les conditions soient réunies. Euh, mais ça se pourrait. Cool, bon, ben on va revenir sur notre continent, en fait, en parlant, dans le fond, justement, du concours de la récréation. Les dimanches proto de la récréation. T'as déjà participé 2 fois avec un assez bon succès. Tu y participes aussi cette année, là. Est-ce que tu as des attentes élevées par rapport à ça? Euh, je, je dois avouer que cette année, je pense pas remporter une troisième fois. Entre autres à cause du type de jeu que je vais présenter là, cette année, qui est un peu plus, un peu plus jeu abstrait. Disons, c'est un jeu qui a un thème, mais en termes mécaniques, je veux dire, c'est un truc un peu plus calculatoire. Donc, je me fais pas nécessairement des grosses attentes, mais c'est toujours une belle occasion d'aller faire tester son prototype par des gens, puis d'avoir quand même ce feedback. Puis, donc, euh, je pense que ça vaut la peine, tu sais, peu importe de gagner ou non. C'est un bel événement pour faire tester ses prototypes. Ouais, ben, il faut dire aussi, c'est ça, les deux jeux qui ont gagné ces 2 dernières années, 2016-2017, avec Cause Beach et Decrypto. Peut-être, là, ton nouveau, c'est Cobalt, si je me trompe pas. Ouais, Euh, cowball. Cowball. Ouais, comme vache balle. OK, est-ce que tu veux nous C'est en un, parler un petit peu plus? Là, tu disais que c'est un jeu un petit peu plus abstrait, mais quand même une thématique. Tu veux nous en parler un petit peu de ton nouveau jeu? Ouais. Donc, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, c'est environ 20 à 45 minutes. Thématiquement, on est des voleurs de vaches en Écosse. Et c'est le premier joueur à ramener 3 vaches au camp qui remporte la partie. Euh, OK. là, mécaniquement, mécaniquement, c'est un jeu qui est quand même fortement inspiré par le Ultimate Frisbee. OK. Euh, ok. dans le sens que, bon, parce que c'est évidemment très, très réaliste, mais pour déplacer les vaches, il faut les pitcher. Nice. Donc, euh, un petit truc un peu Monty Python là-dedans. Euh, mais donc, c'est un petit jeu de positionnement. Donc, on promène des meeples sur une grille en utilisant des cartes actions. Mécaniquement, il y a un côté un peu Onitama euh, OK. dans le Ouais. jeu, dans le sens où on va utiliser différentes cartes pour prévoir ses déplacements. Puis c'est le côté un peu calculatoire slash jeu abstrait, là. C'est cette euh, gestion des déplacements puis des lancers avec les cartes. Euh, donc, grosso modo, c'est ça le jeu. Euh, Tu sais, après, quand moi je crée des jeux pour me faire plaisir et des fois par chance, il y a d'autres mondes aussi qui les apprécient. Mais là, Euh, les vaches, ça vole pas comme des frisbees, là, la courbe et tout ça. On n'est plus ça, là, si tu veux que ça courbe comme un frisbee, une vache. je, oui, bon, c'est sûr que c'est pas tout à fait réaliste, mais je veux dire, c'est assez proche quand même de. Non, ben après, tu sais, bon, ça, je prends des thèmes des fois que je trouve rigolos, puis je vais avec ça. Excellent. Est-ce que, Ouais. ben là, je sais que tu es actif quand même dans la communauté depuis longtemps. Ça fait quelques années que
que tu testes beaucoup de jeux, tu as plusieurs prototypes. Peut-être juste pour les auteurs débutants, est-ce que tu aurais peut-être un ou deux conseils à ceux qui débutent dans la création de jeux, peut-être des conseils qui t'ont beaucoup aidé aussi à tes débuts pour aider là, les jeunes auteurs? Oui, je dois dire que c'est encore un peu disons, étrange pour moi de me dire que je pourrais donner des conseils à d'autres mondes. Je me sens encore relativement débutant. Euh, mais bon, ok. Ça reste que des auteurs de jeux qui se font éditer au Québec, il y en a quand même pas beaucoup. Donc, ça reste quand même une belle expérience pour toi. Tu viens de signer un deuxième jeu. Oui, ok, t'es un jeune auteur, mais je pense que t'as quand même une certaine expertise là, déjà qui s'est développée. Là. Ouais, disons, premier conseil, c'est au niveau des tests, euh, quand les gens donnent des commentaires, euh, souvent, des fois, ils vont essayer de donner des suggestions. Et 9 fois sur 10, c'est pas des bonnes suggestions. Cela dit, mais je pense que ce qui est important, par contre, quand les gens donnent des commentaires, c'est de comprendre pourquoi ils les donnent, puis pourquoi ils ont l'impression que tel truc dans le jeu marche pas. Mhm. Puis, donc, c'est d'essayer d'interpréter c'est quoi le sentiment derrière le commentaire plutôt que la suggestion elle-même Ouais. qu'ils pourraient donner par rapport à ça. Hein? Moi, je pense que c'est un bon conseil, hein, parce que souvent, les gens qui vont tester, c'est pas nécessairement tous des designers de jeux, mais il y a quand même un désir derrière chaque commentaire. Là. Ça veut pas dire que c'est tout valable, mais je pense que ça vaut la peine de les écouter. Là. Oh, oui, absolument. Euh, un autre conseil que je pourrais donner, mais que j'ai de la misère à moi-même suivre, c'est de savoir quand s'arrêter. Ouais. Euh, de savoir quand euh, un jeu, il n'y a rien à faire avec, puis il est temps de passer à autre chose. Euh, c'est très difficile euh, à savoir des fois. Euh, Parce que des fois, tu peux avoir un jeu qui marche. Hein, puis le jeu, il n'y a pas de problème fondamental, il marche. Euh, mais il n'est pas assez bon. Ouais, c'est le Hein. pire. Hein? Ça, c'est le pire. Tu sais, ton C'est, jeu, il c'est- marche, il est correct, il est bon, mais il est pas assez bon. Tu sais. Oui, c'est ça, c'est effectivement le pire. Parce qu'un jeu qui marche vraiment pas, tu vas le voir que ça marche vraiment pas. Tu sais. Exact. Euh, mais c'est dans cet entre-deux de le jeu est correct, mais c'est pas super, que ça devient très difficile de savoir quand arrêter. Euh, Mais justement, puis, quand toi tu dis qu'il faut savoir là, quand arrêter, puis que toi-même tu as un peu de la misère à suivre ce conseil-là, euh, d'ailleurs, je pense que The Beast, c'est un jeu qu'à un certain point t'as comme failli abandonner ou quelque chose comme ça. oui, effectivement, il y a eu un moment où The Beast, je pensais le mettre à la poubelle et puis en reparler parce que je voyais pas où aller avec le jeu. Le jeu était correct, mais me donnait pas bon, le petit plus. Mais là, bon, pendant un test, quelqu'un qui lance l'idée, hey, tu sais, parce que j'utilisais au départ des points d'action, puis les joueurs avaient un choix de différentes actions qu'ils pouvaient faire avec ces points d'action. Euh, et bon, un testeur qui me propose d'utiliser des cartes, d'avoir un système de cartes. Et là, plutôt que de mettre le jeu de côté, je me suis dit, ah, tant qu'à être, pourquoi pas essayer? Hein? Pourquoi pas essayer la suggestion? Puis après, c'était quand même pas mal de travail parce qu'il fallait que je restructure beaucoup d'éléments du jeu. Euh, Parce que de passer à des points d'action, à des cartes, Mhm. demandait. euh, Ah, Ouais, ça ça se change. fait c'est pas en ça. claquant des doigts. Non, Là. c'est ça. Non, c'est ça. Ça demandait des changements structurels. Euh, mais finalement, ça a valu la peine. Puis en fait, je dirais, ça fait partie donc de ce conseil de savoir quand arrêter. Euh, c'est que des fois, puis en fait, l'analogie vient pas de moi, là, c'est Brian, qui est un autre
créateur de jeux qui est assez actif sur la scène montréalaise, euh, qui fait souvent cette analogie-là que je trouve très valide, qui est, euh, tu sais, des fois la création de jeux, c'est comme monter une montagne. Et à un moment donné, tu vas atteindre un sommet. Et peut-être ce sommet-là est pas très haut. Ton jeu est correct, mais c'est pas super. Et là, dans le fond, c'est d'arriver à prendre la chance de redescendre la montagne, puis essayer d'en trouver une autre qui sera peut-être plus haute. Mais pour ça, ça demande de partir d'où est-ce que tu étais, puis de prendre une nouvelle direction, puis t'es pas sûr que l'autre montagne que tu vas gravir, qu'elle va être plus haute. Mais des fois, il faut prendre la chance. Euh, mais ça demande toujours. Des fois, c'est souvent un peu difficile parce qu'il faut que tu acceptes que bon, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est demande d'être changé en Mm. profondeur, puis ça demande bon, le courage euh, repasser à travers tout ce que tu as fait, puis euh, restructurer, d'éliminer, de reconstruire. Et... Mais Mm. souvent, c'est nécessaire. Mais souvent, c'est ça, hein, c'est l'idée de base va rester, mais des fois le jeu va complètement changer de A à Z, euh, mécaniquement et au niveau des composantes. Dans ce processus-là, et en effet, c'est pas un processus facile à faire et on risque de se perdre là, au bas de la montagne, là, comme tu le dis. Là. Oui, c'est ça. Puis, je pense ultimement, pour faire il y a souvent des gens qui vont dire dans la création, faut pas que tu tombes amoureux de tes idées, il faut que tu sois capable de les laisser Mm. tomber. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, dans le sens que je pense qu'il faut, pour faire un bon jeu, pour faire un vraiment bon jeu, puis faire quelque chose qui soit significatif, il faut que ça soit quelque chose de personnel et faut que tu tombes un peu en amour avec l'idée, Mhm. mais qu'en même temps, tu sois capable de casser la relation quand ça va pas. Ce qui est Relation toxique. Oui, c'est ça. Ce qui est plus douloureux, mais il faut que je pense que tu te donnes la possibilité de tomber en amour. Euh, mais bon, après, ça vient avec des brisures qui sont plus dramatiques. Mais je pense ultimement Ah, c'est quand même la bonne approche. que de paroles sages, se donner la chance de tomber en amour. Excellent. Euh, on va peut-être enchaîner avec peut-être une ou deux dernières questions là, avant d'aller voir ton top 10. Écoute, il n'y a pas vraiment beaucoup d'auteurs de jeux qui font que de la création de jeux au Québec, contrairement à peut-être d'autres pays. Est-ce que c'est peut-être quelque chose que tu penses qui serait possible pour toi dans le futur ou est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais envisager si ça se présente à toi? Ben, si ça se présentait à moi, c'est sûr que oui, je l'envisagerais. Est-ce que c'est possible? C'est c'est une question très difficile à répondre en ce moment. Euh, c'est sûr que au Québec, la difficulté, c'est bien qu'il y a quand même plusieurs éditeurs. euh, c'est des éditeurs qui ont tendance à être bon, dans un certain créneau de jeu euh, et qui, oui, peuvent faire bon, peut-être des grosses ventes sur des jeux de temps en temps, mais la plupart, disons, des gros éditeurs au niveau mondial sont pas au Québec, hein. Ouais. France, Allemagne, États-Unis, hein, c'est pas mal les trois gros pays en termes pour le marché du jeu de société. Puis c'est sûr que la proximité avec les éditeurs, ça fait une grosse différence. Parce que, euh, puis ça, je reviens peut-être un peu un conseil aux auteurs, c'est que pitcher des jeux par courriel, c'est très rare que ça marche. Hmm. Euh, c'est pas impossible, euh, mais c'est beaucoup plus tough d'avoir des rencontres en personne avec des éditeurs. Je veux dire, comme n'importe quelle industrie, il y a un truc de contact, il y a un truc de qui connaît qui, il y a un truc Hmm. euh, De, de re- relation. ouais, de relations humaines, Euh, là, les gens se oui, parlent. oui, Il faut que tu ailles les oui, c'est voir, ça. ces éditeurs-là. Oui, c'est ça. Il y a un truc d'avoir, tu sais, c'est ça, un réseau de contacts. Donc, si tu es tout seul dans ta maison, puis tu veux juste envoyer des courriels à des éditeurs, euh, encore là, c'est pas impossible.
Mais ça va vraiment être plus difficile. Surtout si t'as pas de jeu publié ou si t'as comme aucune réputation de quoi que ce soit. Ça peut être très difficile. Euh, donc, d'aller dans les conventions puis de rencontrer les éditeurs, c'est euh, c'est quand même très important. Ouais, et tu penses que peut-être qu'un auteur québécois qui fait ces démarches-là pourrait éventuellement peut-être vivre de ça, mais c'est pas fait encore, c'est ça que tu nous dis en gros? Mais je pense que ce serait possible au Québec. En fait, le point avec aller rencontrer les éditeurs, puis pourquoi c'est plus difficile, je pense, pour un Québécois, c'est que dans le fond, tu vas avoir un peu plus de frais de voyagement Ouais. Il y a une que, barrière de la disons, un autre langue aussi, auteur. hein? Il y a une barrière de la langue qui fait qu'il faut que tu puisses parler bien anglais aussi, là. Oh oui, oui, oui. Oui, ça c'est sûr que c'est comme auteur, tu parles pas bien anglais, tu viens de Ça te va être... couper de Ah beaucoup de ouais, choses. c'est très très difficile. Oui, parce qu'à l'international, ils vont, tu sais, même si t'envoies des jeux à des Allemands, ils vont quand même comprendre l'anglais, puis ils vont quand même lire ton truc. À l'international, en français, ben, ça va être les éditeurs québécois puis les éditeurs français. Mm. Euh, non, après, c'est sûr, je dirais, tu sais, un éditeur québécois, un auteur québécois d'aller aux conventions qui peut où il y a des éditeurs, puis c'est ça. Ça va être un peu plus difficile que quelqu'un qui habite déjà aux Mm. États-Unis ou déjà en France ou en Allemagne, mais bon, ça peut se faire. Ben, justement, je pense qu'on est dans le bon sujet. Là, on parle des auteurs québécois, tout ça. Bon, moi, je suis un grand fan du Québec en général. La culture québécoise, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Toi, tu as eu la chance de côtoyer des éditeurs québécois, des auteurs québécois, en fait, pas mal tout le monde dans le monde du jeu au Québec. Euh, et je suis à la recherche d'une question. Est-ce que tu décèles un genre de jeu québécois? Est-ce que tu penses que le Québec a un genre de jeu comme on peut avoir, disons, le jeu japonais ou le euro ou l'Ameritrash? Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qu'on va voir émerger un jour? Ben, il y a définitivement un genre de jeu qui marche bien au Québec. Euh, Après, c'est sûr que quelqu'un comme Christian serait une encore meilleure personne pour répondre exactement à la question. On va lui Mais poser exactement la même là, quand on va le rencontrer. Là. mais c'est sûr qu'en général, bon, les jeux gamers au Québec euh, ont pas tendance à bien marcher. En termes de vente, c'est beaucoup des jeux de party, euh, jeux de connaissances, tout ça. C'est ce qui va marcher en général bien ici, là. Ben, dans le fond, les jeux que le Scorpion masqué sort ou que euh, les jeux comme Jungle Speed va extrêmement bien marcher au Québec. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Jungle Speed, tu vas voir aux États-Unis, marche correct, mais pas spécialement bien. Puis au Canada anglais non plus, il marche correctement, mais pas spécialement bien. Alors qu'au Québec, ça reste un énorme succès. Donc, il y a définitivement Mm. culturellement des tendances au Québec qui sont différentes du reste du Canada puis des États-Unis. Donc, ben là, on n'a pas beaucoup parlé avec Thomas, on n'a pas beaucoup parlé du jeu des cryptos. Écoute, Ah, mais de ce que je comprenais, là, tu sais, ça fait 2 ans qu'il en parle. Là, il est peut-être un peu il est tanné, tanné c'est de ça. parler de des De toute cryptos. façon, Decrypto est rendu assez gros, là. Vous pouvez le trouver dans toutes vos boutiques. C'est un jeu qui vaut la peine. Pour toi, Thomas, pour la suite des choses dans les prochains mois, est-ce que tu as d'autres ben, tu sais, événements promotionnels, événements, des extensions, des scoops avec Decrypto? Qu'est-ce qui se passe là, dans le futur avec ça? Euh, Oh! Malheureusement, je pense pas avoir de scoop pour vous. Il y a définitivement des trucs qui vont être, disons, peut-être discutés avec Christian dans les mois à venir. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas de scoop spécial. C'est ça. Ben, ça vient de sortir, donc j'ai pas encore non plus de. Oui, ça vient de sortir, donc je n'ai pas encore beaucoup de chiffres. Je sais qu'il y a déjà une autre production de lancée et des pays bon, qui se sont rajoutés, mais c'est sûr qu'en ce moment, au niveau des ventes au public, ça reste. J'ai pas de chiffres, malheureusement. Ouais, ben dans le fond, vous allez regarder comment ça se passe et peut-être venir avec des petits événements spéciaux dans le futur éventuellement, peut-être.
Oui, oui. Après, c'est sûr que c'est un jeu pour lequel il est peut-être plus difficile de faire des extensions Hmm. que, ben, disons, Codenames, pour le comparer à un jeu similaire. Oh. Ou Dixit, parce que, disons, Codenames bon, Dixit, c'est Codenames, tu peux rajouter des images, puis en fait beaucoup d'extensions hein, avec Ouais, les images. absolument. Euh, Puis on fait, bon, l'extension à 2 joueurs. Euh, ben, l'extension, en fait, la version 2 joueurs. Alors que Decrypto peut pas vraiment se traduire à 2 joueurs, malheureusement, étant donné qu'il y a tout le truc d'interception qui est pas mal essentiel au jeu. Hmm. Puis, avec des images, ça marche pas vraiment. Euh, Parce que l'affaire, c'est que, étant donné que les images seraient cachées à l'autre équipe, euh, ça pourrait devenir très difficile de gérer les indices. Qu'est-ce qu'on peut donner comme indice au niveau des images? Donc, enfin, j'ai quelques idées en tête, mais Ok, après, il va ok, falloir. on te réinvite pour avoir les scoops de tes cryptos et de tes prochains jeux. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Je pense qu'on est rendu au moment du top 10. Peut-être pas un top 10 dans l'ordre, mais 10 jeux incontournables pour toi, Thomas. Ou Oui, 11? ben, oui, alors j'en ai effectivement mis 11 parce que, ben, c'est ça qui est sorti. Donc, puis après, tu sais, pourquoi top 10? Tu sais, alors ça pourrait être top 9, top 12, alors, tu sais, je me Ah, suis dit, il est contre les conventions, là. ben, c'est C'est un Ouais, mais ça, top 11. c'est. c'est ça. Puis après, Parfait. euh, donc ce top 10-là, c'est pas nécessairement le top 10 des 10 jeux que je pense qui sont les meilleurs jeux, mais plutôt des 10 meilleures expériences de jeu que j'ai eues. Ouais, c'est Ah, il a parfait. pas de C'est problème, c'est parfait. parfait sur ça. On en coupera un au montage, puis ça fera un top 10. C'est bon. Ok, donc dans l'ordre dans lequel je les ai écrits, je vais commencer avec Capitaine Sonar, Oh, oh, qui, nice. qui est pas un jeu que j'ai malheureusement joué souvent, pour bon, des raisons évidentes, peut-être pour ceux qui connaissent le jeu. Hein. C'est un jeu qui demande une certaine composition de joueurs qui est pas nécessairement toujours facile, et aussi un certain type de joueur, Puis une grande table. et une grande table. Donc c'est très malheureusement un jeu qui a énormément de barrières à le mettre sur la table. Mais c'est vraiment une expérience de jeu, je pense, qui est absolument unique et dans les bonnes conditions avec les bons joueurs, ça peut être quelque chose de vraiment incroyable, là, où tu te sens complètement immersé dans l'action, dans ce jeu en équipe, puis le stress est là et la tension est là. Dans les bonnes conditions, c'est vraiment Ah, un de mes jeux préférés. un bon jeu temps réel, du bon chaos et tout le monde qui crie en même temps, c'est parfait. Mais d'ailleurs, il n'y a pas une version un peu plus légère qui est supposée de sortir ou qui est déjà sortie. Je crois que ça se joue à 4 ou 6 joueurs. Ouais, Oui, ouais, tu peux peut-être en parler plus, moi je ben, la connais pas. je la connais pas particulièrement, mais quand l'auteur était passé cet été, il nous avait montré le prochain jeu. J'ai pas eu des nouvelles, là, je sais pas s'il est sorti encore officiellement, je ne pense pas, mais je pense que le jeu va juste s'appeler Sonore et il va être fait pour 4 joueurs, donc probablement un petit peu plus accessible là, que le Capitaine Sonore. Ok, il faudra définitivement que je regarde ça. Euh, bon, le deuxième sur la liste, qui était, puis je l'ai mentionné plus tôt, Ponzi Scheme, Oh, 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 oh. qui est, je sais pas si vous le connaissez bien. Moi, je le Moi, je connais pas. connais absolument pas ça. Ah ouais? Simon, ça pourrait être ton genre de jeu en plus. Ah ouais, ok, là, je suis alerte, là. C'est un jeu, c'est un jeu assez spécial, mais qui représente comme une réalité de la vie euh, que je pense qu'il n'y a pas dans aucun autre jeu, puis ça la représente tellement bien, et c'est un jeu avec tellement de tension et des choix difficiles. Donc le Ponzi Scheme, évidemment, qui est bon, la vente pyramidale.
Oui. Euh, donc, ce qui va arriver, c'est que pendant la partie, les joueurs vont euh, à la fois vouloir donc collectionner des actions de compagnie, ce qui est avec quoi ils font la majorité de leurs points. Mais les actions de compagnie ne donnent pas d'argent comme tel. En fait, l'argent, ce qui va arriver, il va y avoir deux moyens de l'acquérir. Le moyen principal, ça va être en prenant une carte. Il y a comme un marché central au centre de la table. Et donc, on va pouvoir aller prendre des cartes qui vont nous donner de l'argent. Là, l'affaire, par contre, c'est que en prenant une carte, euh, va falloir qu'on paye des intérêts à la banque. Et des intérêts qui peuvent être assez ruineux. Donc, tu peux avoir bon, des cartes au début qui sont assez gentilles où tu prends 9 puis à tous les 5 tours, il faut que tu payes 8. Hein. Puis ça aussi, c'est un truc du jeu, c'est pas que tu vas devoir repayer une fois, c'est que tu vas devoir repayer à tous les X nombre de tours un certain montant. Euh, Ouais. mais tu vas arriver à un moment donné dans des cartes pour lesquelles, bon, tu prends 100 piastres, mais il faut que tu redonnes 230 à tous les 4 tours. Donc, l'affaire, c'est que les joueurs vont s'endetter, mais le truc, c'est que la partie s'arrête dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas capable de payer ses dettes. Et là, donc lui est hors de la partie définitivement, puis là, les autres joueurs comptent leurs points, et là, on voit le gagnant. Évidemment, s'il y a plusieurs joueurs qui ne peuvent pas payer leurs dettes à la fin d'un tour, ben, ils sont tous hors de la partie, puis c'est ça, c'est les autres. Exact. Puis c'est pas avec l'argent qui te reste là, que tu gagnes, c'est vraiment avec les investissements que tu as faits. Tu sais, c'est un jeu d'endettement frénétique. À chaque tour, tu prends un prêt pour payer tes dettes, tu prends un autre prêt pour payer d'autres dettes, puis c'est ça, à un moment donné, quelqu'un ne peut plus payer, puis là, on regarde qui gagne. Oui, c'est ça, c'est que tu veux t'endetter juste assez, mais tu veux pas être la personne qui pète en premier. Puis il y a une manière aussi d'acquérir des actions pendant le jeu, où si quelqu'un a la même action que toi, ou un exemplaire au moins, disons, de la même action que toi, et toi t'en as au moins un exemplaire, euh, tu peux lui passer dans une enveloppe un certain montant d'argent. Cet autre joueur va regarder le montant, et là, il va avoir un choix. Soit il te donne l'action en question pour la somme d'argent que tu lui as donnée, ou il remet dans l'enveloppe le même montant, il te le redonne, et toi, tu dois lui donner ton action. Donc, c'est un système qui est vraiment, vraiment intéressant. Oui. Euh, Bon. et qui, des fois, peut donner lieu à des choix assez déchirants où, d'un côté, ben, si tu prends l'argent et que quelqu'un pète aux frettes ce tour-ci, ben, tu viens de perdre parce que tu as donné l'action qui te donnait comme X nombre de points que tu avais besoin pour gagner. Ou alors, si au contraire, tu lui achètes son action, ben là, c'est toi qui pètes aux frettes et tu es hors de la partie. Donc, c'est des décisions difficiles, mais qui Ouais. sont très intéressantes. C'est ça, c'est toute une phase d'échange, mais secrète, parce que l'argent que tu proposes, les autres, les autres joueurs savent pas combien tu as proposé. Fait il y a tout aussi cette espèce d'estimation de combien vaut un bâtiment, combien lui il a proposé. Est-ce que ce qu'on me propose, ça vaut la peine? Est-ce que c'est assez cher? Est-ce que c'est assez bon? Tu sais? Fait que tout ce système-là dans Ponzi Scheme qui est super intéressant aussi. Là. Ouais, ouais, non, c'est vraiment un jeu très intéressant. Euh, disons là, pour passer peut-être un autre jeu, c'est un grand classique que je pense qui n'a pas besoin d'introduction, mais c'est Dixit, Ah Ouhouhou. oui. qui est un des premiers jeux, je pense, de société moderne que j'ai essayé, disons, à l'époque où je connaissais pas encore très bien ça. J'étais allé au Randolph justement avec des amis de l'université. Et on se fait proposer Dixit. Bon, personne l'a essayé. Puis ça a vraiment été comme une révélation de ce qui peut être fait dans les jeux de société, des mécaniques originales. Mm. Euh, c'est Et est-ce que encore un... tu joues encore à Dixit, malgré que ça fait presque 10 ans maintenant? euh, parfois, j'avoue que c'est relativement rare, mais oui, si quelqu'un propose une partie de Dixit, ça va encore me faire plaisir d'y jouer. Ah, parce qu'ils sortent encore des extensions pour Dixit, puis je dois dire, moi, c'est un jeu en famille qu'on joue souvent, puis
À chaque fois que j'achète une nouvelle extension, on dirait que je redécouvre le jeu puis que je replonge dedans dans l'excitation que ça m'avait procuré là, au départ. Là. Ouais, je suis peut-être un peu moins excité par les extensions que toi. Mais oui, c'est effectivement, c'est bien. Puis d'avoir des extensions avec différents styles aussi, qui a demandé à différents Différents artistes de les faire. illustrateurs, là, Ouais, ouais. ça c'est effectivement bien. Bon, des fois, le prix de l'extension par rapport à que ce soit juste un paquet de cartes, bon, on peut se poser des questions. Euh, mais Le bon, monde du jeu, le monde du jeu. ouais, bon. c'est- Euh, ok, mon quatrième est Spyfall, ou Agent Trouble en Oui. français, qui est vraiment, je trouve, une mécanique qui est comme géniale, euh, où la question est aussi importante que la réponse. Euh, et d'être créatif dans ses questions, créatif dans ses réponses, je trouve il y a quelque chose de vraiment euh, super inspirant, je trouve, avec Spyfall. Euh, c'est un jeu qui peut être stressant, surtout pour l'espion. Puis après, il y a définitivement des cas de partie où si l'espion se fait poser la question en premier, ça peut dégringoler assez rapidement. Mais il y a quand même quelque chose dans le jeu que je trouve incroyable. Ouais, ben, Surtout, sa simplicité, hein, tu sais, un jeu super simple, un paquet de cartes, tu donnes ça, puis après ça, le jeu, c'est les interactions, les questions que tu te poses, super simpliste, mais qui fait tellement bien le travail, là, ouais. Ça faisait un petit peu penser à Insiders, mais c'est quand même assez différent, malgré tout, là. Ouais, ouais. Euh, Mon cinquième est Deception, Murder in Hong Kong, hmm, qui, je pense en français, est sous le nom de CSI quelque chose. CS Euh, File. oh, CS File. Ouais, c'est Ouais, très, très CS francophone, File. d'ailleurs, comme nom. Oui, bon, pas oui, très québécois, là, tu sais. La traduction, c'est CS C'est Files. clair, c'est clairement français, ça. oui, 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 effectivement, ouais, c'est un peu une drôle de choix pour la traduction française. Euh, mais qui est vraiment dans les jeux d'identité cachée, euh, un de mes préférés, là. C'est Hmm. toujours un plaisir y jouer. Puis, je trouve qu'il est peut-être un peu moins peut-être stressant que certains autres jeux d'identité cachée. Absolument. Le, le, le traître, ou plutôt le meurtrier, fait tout le temps partie de la discussion. euh, et tout le monde est impliqué à tout moment. Et Hmm. Puis Ah, il y mais a un c'est un truc jeu qui... qui est très narratif hein, Oui, aussi pour un jeu d'identité secrète. Là, l'histoire fait vraiment partie du jeu. Là. oui, 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 non, au niveau thématique, c'est un jeu aussi qui marche super bien, là. Tu sais, mécaniquement et thématiquement, ce qui se passe, tu sais, c'est vraiment un bon match. Ouais, puis c'est ça, comme tu dis, souvent dans les jeux d'identité secrète, t'as quelqu'un qui est le traître, puis un peu comme dans Spyfall, c'est quand même très stressant d'être le traître. Mais on dirait que dans CS5, t'as ce relâchement-là du fait que c'est pas nécessairement toi qu'on accuse, mais c'est deux cartes devant toi. Tu sais, tout le monde a eu 8 cartes devant Oui, lui, puis on doit trouver les deux cartes qui sont en réalité l'arme du crime, puis un élément trouvé sur le lieu du crime, si je me trompe pas. Euh, ouais, donc, c'est les cartes qu'on accuse plus que la personne. Donc, on dirait que c'est un petit peu moins stressant parce que t'as pas à te défendre ouais, toi personnellement. T'as juste à essayer de trouver des meilleurs arguments pour accuser les autres cartes, tu sais. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Non, c'est un jeu que j'aime toujours Hmm. rejouer, puis même, tu sais, ça se joue avec la famille, ça se joue Ouais, avec des gamers. peut-être un petit peu plus accessible à cause de ce facteur-là, d'ailleurs, hein. Ouais, effectivement. Euh, ou alors que Spyfall est un jeu probablement beaucoup plus simple à Ouais, expliquer. c'est vrai. Des fois, je trouve qu'il est peut-être plus difficile à sortir dans certains contextes à cause de la dynamique qui est un peu moins relax. Ouais. Voilà. Le sixième, qui est Chinatown. Oh là Oh là. oui, ça nous touche beaucoup. Là. Ben, j'adore en général les jeux de D'échange et de négociation. Oui, négociation. oui, oui, absolument. Chinatown qui est
peut-être pas un jeu sans défaut. Euh, Définitivement, le dernier tour, la dernière manche du jeu est un peu anticlimatique. Déterminante. Euh, oui, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que la dernière manche du jeu, la valeur de toute chose est absolument Ah, fixée. ouais, il n'y a plus de spéculation, en fait, Exactement, là. c'est ça. Il n'y a plus de spéculation, donc euh, c'est ça, la tension descend un peu à la dernière manche. Qui ça est jamais idéal dans un jeu, là. Tu veux que le jeu se termine quand la tension est à son plus fort. Euh, donc c'est peut-être le plus gros défaut du jeu, mais ça reste un jeu qui est euh, super simple et les échanges euh, sont fluides et beaucoup d'interactions entre les joueurs, puis euh, thématiquement ça marche bien. Euh, donc, Ouais, absolument. Moi, c'est un jeu que j'adore particulièrement. Tu parlais que ce jeu-là, il y a des défauts. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, tu sais, un autre, c'est que le hasard peut vraiment s'acharner sur toi aussi à un ouais, certain point, là. Même si c'est un jeu d'échange, des fois, c'est difficilement récupérable, là, surtout si les autres joueurs décident de pas échanger avec toi. oui, Euh, oui, ça c'est effectivement l'autre gros défaut du jeu, c'est que bon, le hasard peut un peu peut rendre la partie moins intéressante. Si un joueur qui a pas du tout les trucs qu'il veut à son tour, et tandis que au contraire un autre joueur pige exactement les affaires dont il a besoin, la partie sera pas très intéressante. Puis c'est sûr que peut-être certains jeux, euh, en fait, bon, je l'ai mis là, j'ai pas encore essayé Empire et Oh, Sidereal Confluence qui sont sortis l'année passée. Euh, donc, que j'aurais beaucoup envie d'essayer, là, qui sont aussi d'autres jeux de négociation. Euh, mais bon, d'ici là, pour l'instant, Chinatown mais je reste pense mon que préféré. tu vas beaucoup apprécier Empires. Sauf que Empires, selon moi, je l'ai pas joué beaucoup, mais prend son sens à 7, 6, 7, 8 joueurs. Donc il est comme une espèce de coche au-dessus de Chinatown, là. Ok, Fait que ok. ça va aller chercher un peu un autre genre de feeling. Euh, D'après moi, les deux vont avoir une belle place dans ton cœur si t'aimes les jeux de négociation, là. Ok, ok. Ben, en tout cas, donc effectivement, j'ai bien hâte d'avoir l'occasion de les essayer. Sinon, donc, mon prochain jeu, euh, qui est Telestration, Oh oui. Nice. qui est un jeu qui à chaque... Ben, ça aussi, c'est un jeu où il faut que tu aies quand même un assez gros groupe. Euh, Disons, idéalement 5 et plus, ou même si tu peux avoir 6 7 8 joueurs et en montant, est encore mieux. Euh, mais vraiment un jeu qui, à chaque fois que je le sors, peu importe le public, euh, il y a toujours des moments de rire et euh, des- d'incrédulité aussi par rapport des fois à certains des résultats qui peuvent... mais c'est toujours un super jeu de party. Ouais, ça c'est pas un jeu stressant, là. Non, 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 non. Alors, Puis tu je pense sais, pas que je l'ai jamais joué avec des points, là. Ouais, moi non Euh, plus, j'ai jamais compté les points, j'ai non. jamais même su exactement comment les compter, C'est là. vraiment le jeu parfait de fin de soirée, tranquille, on dessine, mais on s'en fout un peu, puis ouais, on peut être un peu tipsy, puis ça marche encore mieux, je pense. ouais, Ah, pis définitivement. tu peux jouer assis dans des divans, Ouais. tu peux jouer avec des groupes de 12 personnes, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, il y a, si je me trompe pas, la version québécoise qui devrait sortir prochainement. Ah, elle est déjà sorti. Déjà sorti, elle est Ah, elle est disponible. déjà sortie, ok. Mais Cool. c'est un 8 joueurs. Il n'y a pas de version 12 pour l'instant, mais c'est une version à 8 joueurs. Bon, achetez-en deux, vous pourrez jouer à 16. Donc sinon, le prochain jeu qui est euh, un jeu, je pense que il est sur la liste vraiment à cause de certaines euh, expériences que j'ai eues, certains moments. Euh, Après, à chaque fois que je le joue, j'ai pas nécessairement tout le temps ces moments-là, mais à cause de ces quelques parties vraiment mémorables. Donc, il est sur la liste qui est Der Isses ou OK? Xekeo, Oh. le jeu d'Alex Randolph de
abstrait de bluff. Ouais. À 2 joueurs à la base. Oui, à 2 joueurs à la base. Euh, qui, ouais, ben c'est ça, comme je dis, il y a eu ces quelques parties avec ce jeu-là euh, vraiment mémorables où, bon, tu regardes l'adversaire dans le blanc des yeux, puis il y a ce moment un peu comme le stand-off mexicain, là, où tu te dis, bon, c'est quoi le choix que je fais? Il faut que je l'accuse ou je l'accuse pas, ou tu sais, c'est le moment que quand le jeu marche bien, il marche vraiment bien, je pense. Mm. Après, c'est peut-être un jeu à jouer quand même avec un certain type de joueur. Ouais, peut-être Euh, un bluff un petit peu plus gamer malgré sa simplicité, là. oui, mais un truc que je vois que les gens apprécient beaucoup ben, que je pense que les gens apprécient beaucoup de ce bluff-là, c'est que c'est un bluff où tu n'as pas besoin de mentir Non, verbalement. Tu n'as pas exact. besoin de dire à haute voix un mensonge. Donc le mensonge est. Ben, en fait, c'est plus de Dans la tes... fausse direction. Ouais. C'est ça, le mensonge est dans le mouvement des pièces, donc c'est peut-être moins stressant aussi. Euh, Excusez-moi les gars, mais moi je ne connais pas du tout ce jeu-là. Est-ce que c'est possible de juste me faire un mini résumé ou... Ouais, ben en gros, dans le fond, imagine un petit plateau de jeu dans lequel il y a plusieurs cases et il y a, je pense, c'est 8 pions de différentes couleurs. À chaque début de manche, chaque joueur, c'est un jeu à 2 joueurs à la base, tu vas choisir une des 8 couleurs que tu vas choisir secrètement. Fait qu'on a des petites cartes là, puis tu mets de côté une des couleurs. Puis ton but, c'est d'amener cette couleur-là au centre, en fait, dans le thaler qu'il appelle, là. C'est une pièce qui est placée sur le plateau de jeu. Puis en gros, à ton tour, tu te déplaces une pièce vers le thaler. Ton but, c'est d'amener ta pièce sur le thaler. Par contre, à tout moment à ton tour, au lieu de déplacer une pièce, tu peux accuser l'autre et dire je pense que tu as telle couleur. Et si c'est le cas, ben, c'est toi qui remporte la ronde. Fait que tu veux, comme ton Ok, mensonge cool. vient dans le fait que tu vas déplacer d'autres couleurs, les approcher tranquillement, essayer de faire penser à l'autre que toi, tu as cette couleur-là, mais finalement, c'est pas vraiment ça. Je sais pas si ouais, ça donne une bonne idée, là, mais en gros, comme je dis, c'est assez simple. À ton tour, généralement, tu déplaces une pièce, puis de temps en temps, ben, tu vas faire un call, mais quand ça fait un call, ben, la ronde est finie, soit que tu l'emportes, soit que tu l'emportes pas parce que tu as mal guessé. Tu sais. Euh, Puis ton but, c'est de Ok. remporter 4 rondes, je pense, ouais, ouais, sur c'est 7. ça, premier à 4 rondes. Puis il y a aussi la règle que si tu vas sur le talent, puis l'autre joueur a la même couleur que toi, c'est lui qui l'emporte. Exact. Euh, donc, il y a quand même le moment, même si ta pièce est à côté du talent, tu as quand même cette décision de j'y vais-tu, j'y vais pas. Parce que si l'autre a la même couleur, ben en fait, je suis en train de lui donner. Donc là, ben, il faudrait que je l'accuse. Mais y a-tu vraiment la même couleur que moi? Donc, Ben, euh, c'est d'ailleurs probablement un des meilleurs jeux de bluff à 2 parce que souvent les jeux de bluff, ben, c'est du 3, 4, 5 joueurs et plus. ouais, Deriz, c'est un des seuls qui marche vraiment bien à 2. Ben, il est designé à la base pour 2 joueurs, mais il y en a d'autres qui peuvent s'adapter, mais c'est vraiment selon moi, un de ceux qui marche le mieux là, en termes de jeu de bluff, là. ouais, Cool, ben en fait ça va être à essayer, ça me semble bien intéressant. ouais. Donc, sinon, le prochain jeu, euh, en fait, pour celui-là, j'ai hésité quant à la version de ce jeu-là que j'allais mettre dans le top 10. Euh, mais c'est Secret Hitler. Ouais. Oh! Et là, je me suis demandé, bon, fallait-tu que je mette Resistance ou même Avalon euh, mais je pense que Secret Hitler a assez de petites différences pertinentes pour que je le mette euh, euh, Ouais, par-dessus les autres. ben, je comprends que c'est quand même assez. Pour moi, il y a quand même beaucoup de différences entre les deux. Puis Secret Hitler est réellement une coche au-dessus de ces jeux-là, selon Mm. moi, là. Oui. Euh, L'aspect de négociation, mais surtout de déduction, je trouve qu'il est plus intéressant encore dans Secret Hitler. Et le fait que tu peux perdre à cause du jeu, que le jeu peut t'avoir, ça c'est un aspect qui est pas nécessairement là dans les autres, là, qui vient comme intensifier un peu la partie, là. oui. Euh, oui, c'est ça. Puis les mondes thématiques, euh, qui quand le jeu a été annoncé,
faisait un peu plus comme coup marketing, euh, peut-être de l'extérieur, mais quand tu joues au jeu, tu te rends compte, ah non, le thème marche réellement bien avec les mécaniques. Mm. Euh, Puis oui, le truc d'être Hitler est peut-être un peu comme le truc bon, dont les gens vont se rappeler, mais il y a quand même presque un commentaire social du jeu par rapport au fascisme et comment des fois des gens de bonne volonté peuvent participer malgré eux dans ce système-là. Et... Ben, le fait que Hitler connaisse pas les autres fascistes, c'est quand même intéressant aussi, juste au point de vue mécanique, là. Ouais, ouais. Euh, donc, mon prochain jeu sera pas un choix très controversé, mais qui est Pandémie. Ah, Euh, classique. ouais, ben, ça reste un jeu qui, comme dans les jeux coop, il y a comme une balance dans le jeu au niveau de la tension, au niveau de la progression du truc, tu sais, c'est super tight, c'est très simple. Tu sais, à pas mal tout moment, tu sais c'est quoi un peu les probabilités des trucs, c'est quoi bon, euh, je cherche mes mots là, mais euh, tu sais, c'est assez clair où ça s'en va, puis c'est quoi les dangers potentiels, puis t'es tout le temps comme, t'es pas en contrôle évidemment, mais Mhm. tu sens toujours que tes choix te sont présentés clairement, puis ensuite tu prends des chances, puis mais non, Est-ce que, vraiment bon jeu coop. est-ce que tu t'es embarqué dans l'aventure Legacy ou pas encore? Non, je dois avouer que non. Euh, Ça, c'est aussi parce que j'ai pas vraiment de groupe de jeux stable. Mhm. Ouais, ça prend ça, ouais. Ben, dans le sens, je vais souvent jouer tu sais, à Montréal, comme bon, à Société V ou à la Récréation, ou des places comme ça. Mais bon, c'est pas toujours les mêmes gens qui sont là pour jouer. Puis après avoir un truc de Legacy, ce serait un peu difficile. Mais Euh, là, je vais peut-être heurter un peu les mentalités de gens à l'écoute, là, parce que j'entends souvent cet argument-là. En fait, par rapport au Legacy, les gens se l'achètent en groupe, jouent en groupe. Je dois avouer que moi, ma copie de Pandémie Legacy, je l'ai eu en cadeau de Noël, donc je l'ai eu seul. Et je l'ai joué avec multiples personnes, des gens qui revenaient des fois, des gens qui étaient pas là. Oui, peut-être que l'expérience était un peu égoïste parce que je suis réellement le seul qui l'a vécu au complet. Euh, Sauf que ça n'a rien enlevé à l'expérience. Puis les gens qui ont embarqué, ils sont restés trois quatre parties, ils sont revenus plus tard. Je dois dire que c'était vraiment quand même une très belle expérience, là. ok, ok. Donc c'est peut-être quelque chose à amener un peu dans les mentalités, là, tu sais, les legacy. Empêchez-vous pas de les jouer parce que vous êtes seul. Bon, là, je suis sur le point d'acheter Charterstone avec des gens, mais euh, quand même. Ok, ben, effectivement, je, oui, je suis de ces gens que tu critiques. Je Je, m'imaginais pas je voulais pas que. te Ouais. faire douter Ah, là, ou te ah. critiquer personnellement. Là. En même temps, Tu sais, c'est juste que. de loin, t'es la seule personne que je connais qui a fait ça, là. J'ai jamais entendu personne qui a osé faire ça, là. Aussi, Oser faire ça, aussi, ben là, aussi c'est parce que ça. c'est. Sacrilège! Aussi, c'est Sacrilège! parce que on l'achète à 4 le jeu, il est moins cher, là, si tu l'as tout seul. Oui, Ouais, moi c'est je une l'ai eu autre en chose, cadeau, ouais, là. c'est Fait que ça, qu'est-ce que tu voulais exact. que je fasse, là? Je l'ai eu en cadeau, là. J'avais pas le choix, là, de jouer tout seul, là. Mais je dois dire que, en fait, je les critique pas vraiment, mais au final, l'expérience a été très cool aussi, là. Puis il y a des gens qui ont joué justement à 10 parties, il y en a qui en ont joué une. Ce qui est un peu plate, c'est quand quelqu'un se pointe, joue une partie, puis fait mourir le médecin, là, t'es comme, ah, shit. Oh, il y a une histoire J'aurais peut-être vécue, pas là. dû l'inviter, j'aurais peut-être pas dû l'inviter. Ah, ok, parce que tu peux faire mourir. Ouais, tes personnages, Des pis tu sais, si choses. tu connais Pandémie, tu peux imaginer que le Ouais, médecin, ouais. c'est quand même un personnage important. Fait Oui, que quand oui. il meurt à moitié de la campagne, t'es comme, ok, ça va être difficile. Ok, ok. Mais je, je serais pas contre tenter l'expérience. Euh, J'avoue, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu de même en me disant ah, tu sais, c'est pas si grave si le monde ne revienne pas, mais tant que moi je continue le truc.
Ouais, ben d'ailleurs, pour pousser un peu le sacrilège, j'ai fait 3 parties solo aussi, où je jouais Oh 3 personnages tout seul. Fait boy! que, Tabarnouche. oups! Ah, t'es quand même une exception, là. Y a pas, faut pas de même qu'on Donc, on est rendu au top 1! Ah ben, Le comme je dis, numéro ils sont pas 11! sont pas en ordre. Oups! Et en fait, celui-là est, bon, 11e et peut-être plus, en fait, une mention honorable, étant donné que j'avoue y avoir joué seulement une fois. Mais ça a été une partie extrêmement mémorable. Euh, et le jeu, c'est Modern Art. Oh! Oui. On était De... ensemble d'ailleurs, non? Oui, effectivement. Ouais, c'était pendant le 24 heures. Le 24 heures de jeu, ouais, Ouais, absolument. Moi aussi, c'était ma première fois. Ah, ben là. ouais, mais que j'ai énormément apprécié la partie. Quoique je me suis rendu compte après qu'on on a joué le jeu de la On a mauvaise triché? manière. Non, non, il y a une règle qu'on suivait pas. Mais du coup, en fait, je pense que ça a rendu le jeu plus intéressant, ou en tout cas pour moi. Qui est que quand on le jouait, je sais pas si tu te souviens, mais celui qui remportait l'enchère euh, devenait le prochain joueur. Oui. Alors que normalement, dans le jeu, le prochain joueur passe juste à gauche. Comme... Ah, ok. Donc, si tu lis les règles, on l'a mal joué. Ben, c'est une variante intéressante, par exemple, je trouve. Mais effectivement, parce que je trouvais, en fait, j'ai trouvé que ça avait énormément ajouté au jeu, parce que là, dans l'enchère, non seulement il y avait la valeur du tableau, mais il y avait la valeur d'être le prochain joueur À à jouer. décider ça va être quel type d'enchère, puis tout ça, Oui, c'est ça. effectivement. Donc souvent, les joueurs se mettaient à mettre beaucoup plus d'argent que le tableau pouvait possiblement comme. Juste pour être le Euh, prochain joueur, c'est oui, vrai, c'est hein, ça, c'est ça. Donc, tu sais, je me souviens, tu sais, je pense une enchère qui est allée jusqu'à, c'était quoi, 120 000 ou un truc comme ça. Là. Puis, démesuré. oui, ben que dans les règles normales du jeu, ça aurait aucun sens d'avoir une enchère qui va jusqu'à 120 000, étant donné que le prix maximum des tableaux, je pense dans le meilleur des cas, serait 120 000 à la fin de la partie. Euh, donc, tu es en train de perdre de l'argent, c'est sûr, mais là, dans ces règles-là, comme ça donnait le droit de jouer le prochain tableau, là, soudainement, ça prenait son sens de mettre autant d'argent. Euh, Bon, ben, donc, variante maison à essayer tout le monde, ça vaut la peine, je pense. oui, donc c'est ça mon 11e ou mention honorable qui est Modern Art avec pas les bonnes règles. Ouais, ça c'est toujours bon. Les jeux que t'aimes, mais avec une petite variante dans les règles, ça c'est parfait. Euh... Ouais, GF, c'est pas un fan de ça. Ce gars-là, c'est vraiment un puriste. Ah, je suis pas un fan. En plus, là, tu vas pas modifier les règles d'un jeu du docteur. Sérieusement, Le tu peux pas faire docteur ça. Kennedy, non, on va Ben l'appeler, on va lui là. dire Hey Ken, Cha- on a une variante pour toi. Mais en même temps, je peux comprendre comment cette variante peut être. Ouais, ça peut briser le jeu à un certain point. Là. Ben, je pense pas que le jeu ne semble se briser, étant donné que presque par définition, un jeu d'enchères comme s'auto-balance. Hmm. Dans le sens, si un truc vaut plus, les joueurs vont simplement mettre plus d'argent. Euh, mais définitivement, ça rend le jeu plus difficile à peut-être à approcher parce que là, de juger de combien vaut non seulement la valeur du tableau, mais la valeur de pouvoir jouer à ton tour, c'est... Puis après, donc tu peux te retrouver plusieurs tours sans jouer. Ouais. Ah, ben, ça fait que Euh, peut-être qu'il y a un peu moins de. Tu sais, si t'es en train de perdre, ben ça va peut-être être un peu plus difficile de rattraper, là, justement, parce que t'auras pas ton tour, ton premier tour auquel t'aurais droit une fois de temps en temps. Là. ouais, c'est ça. C'est peut-être un peu plus sans pitié comme version du jeu. Puis, oui, il y a peut-être des situations dans lesquelles un joueur pourrait être comme un peu mis de l'écart selon ce qui arrive dans le jeu puis comment il dépense son argent. Euh, mais bon, À ça. jouer à 3 heures du matin après 18 heures de jeu, ça c'est idéal. Ouais, ouais. Bon, ben en Donc c'est fait, ça ça. fait le tour de ce top 11 non ordonné.
C'est parfait, hein, c'est magnifique comme ça, on aime ça comme ça. Thomas, merci encore énormément pour tout le temps que tu as pris avec nous. Là, on sait que tu reviens quand même d'une grosse semaine sur le décalage horaire, tout ça. C'est bien apprécié que tu aies pris ce temps-là. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Ben, ça nous fait absolument plaisir. Donc, on vous rappelle, Décrypto, ça vient tout juste de sortir. Faudrait pas le comparer à Codename, mais si vous êtes un fan de Codename, un peu plus gamer, je pense que vous allez adorer le jeu. Si vous aimez les jeux en équipe, les jeux de stratégie, mais de mots, c'est totalement approprié. On va aussi suivre la progression de The Beast, qui devrait sortir dans 2 ans, dans le fond, là, quand Thomas aura pu le goût d'en parler. Donc dans quelques années. Entre-temps, ben, dans le fond, merci beaucoup de nous écouter. C'est toujours très apprécié de voir que vous êtes en très grand nombre à l'écoute. D'ailleurs, depuis le début de la saison 2, toujours en plus grand nombre à chaque épisode. Ça fait vraiment plaisir. Sur ce, JF, je te remercie beaucoup pour ta grande collaboration à l'épisode. Thomas, merci encore d'être là et j'espère qu'on aura la chance de te réinviter ici. Ben, j'espère aussi. Magnifique. Donc, à tous, je vous dis à la semaine prochaine. Nous remercions notre diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.